Mes parents m'ont soutenue dans ce que je voulais faire comme étude d'ingénieur. Ça, oui. Eux, ils voulaient un métier qui rapporte. Et mine de rien, ingénieur, dans la vie, on est plutôt pas mal placé. C'est vrai. Ça a un petit peu guidé mon choix. Le fait de me dire, oui, mais en ingénieur informatique, tu vas être la seule fille de ta classe. Et du coup, j'ai repris mes études. Ok. Grand moment. J'encourage tous ceux qui hésitent à faire des études en travaillant à le faire. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le podcast Yatal, le podcast qui a pour objectif de promouvoir les métiers scientifiques et techniques auprès des filles, et je suis ravie, plus que ravie, de recevoir ma toute première invitée, Florence. Je te laisse te présenter aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent, parce que là, on a beaucoup de choses à se dire, donc je te laisse te présenter. Merci. Alors moi, c'est Florence. Je vis à Montpellier. Je suis ingénieure dans le domaine du médical. Donc voilà. Merci de m'inviter. En tout cas, je suis enchantée de participer et puis de pouvoir échanger avec toi. Oui, parce que voilà, vous le savez, ici, on va discuter. J'invite des personnes, plus précisément beaucoup de femmes, il y aura aussi des hommes, qui vont nous parler de leur carrière, partager en fait des défis qu'ils ont rencontrés, de pourquoi ils ont fait ces choix. Et j'espère que ces personnes vont vous inspirer et peut-être à suivre la même voie, qui sait. Donc, Florence, ma première question, c'est... tu dis que tu es ingénieure dans le biomédical, mais est-ce que ça a toujours été une évidence pour toi de faire un métier scientifique? On va dire que je ne me suis pas toujours posé la question. Quand j'ai fait mes études, notamment, alors c'est l'équivalent du lycée et du collège, puisque je n'ai pas fait mes études en France, mais à ces âges-là, je ne me suis pas vraiment posé la question, et quand il a fallu choisir une orientation en sortant du lycée, la grande inquiétude des lycéens, surtout ceux qui vont sortir cette année, c'est de savoir mais qu'est-ce qu'on va faire. Et c'est vrai que là, j'avais beaucoup de mes camarades qui faisaient soit de l'économie, soit de l'ingénierie, quelques-uns qui allaient faire médecine. Et moi, je me suis dit... je ne sais pas quoi faire, mais je suis bonne en tout, et en particulier dans les sciences et dans les maths. Et donc, je me suis dit, vas-y, fais ingénieur, ça va t'ouvrir toutes les portes. Donc, c'est un peu pour ça. Après, de base, j'ai toujours été attirée par les sciences depuis que je suis toute petite. J'ai les jeux en rapport avec les sciences, j'adore la bio et tout ce qui est aussi les animaux, etc. Donc, oui, parce que ça coule, ça vient avec. Oui, donc depuis que tu es petite, tu aimais bien donc les animaux, jouer. C'est ça, j'ai toujours eu une appétence pour tout ce qui est sciences de la vie, etc. Oui. Et les sciences plus techniques, la physique et ce genre de choses. Okay. Je faisais les petits débrouillards, je ne sais pas si ça existe ici en France, mais... je ne sais pas du tout c'est quoi. Peut-être vous nous direz c'est quoi les petits débrouillards. Non, les petits débrouillards, c'est des stages pendant les vacances scolaires pour les enfants, où on fait des petites expériences. Donc voilà, pour les parents qui nous écoutent, c'est vraiment très agréable parce que c'est une manière ludique d'apprendre les sciences. Okay. Et voilà, en fonction de notre âge, on peut faire des expériences qui correspondent à nos attraits et à nos compétences à cet âge-là. Et donc voilà, donc j'avais déjà un attrait pour tout ce qui est scientifique. Mais c'est vrai que quand il a fallu choisir, j'aurais pu me lancer dans plein de branches scientifiques. Et en fait, ingénieur, c'est un peu ce qui regroupe beaucoup de choses. Beaucoup de choses et qui permet de mixer un peu de tout. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Comme le petit chimiste qui met un peu de tout. Et est-ce que dans ton entourage, que ce soit tes parents, que ce soit les professeurs, c'était vraiment... Florence, fais ce que tu veux, on se pose pas de questions, ou bien on essaie quand même de te guider ou de te dire non, ne fais pas ça, c'est trop scientifique, peut-être pas pour les filles, non, fais ça. Mes parents m'ont soutenue dans ce que je voulais faire comme étude d'ingénieur. Ça, oui. Eux, ils voulaient un métier qui rapporte, et mine de rien, ingénieur, dans la vie, on est plutôt pas mal placé. C'est vrai.
Après, c'est vrai qu'il y a un peu le regard des autres enfants, où on dit non mais ingénieur c'est un truc de mec. Hein. Et quand on a 16-17 ans, on écoute ces choses-là. Après, je sais pas. C'est vrai que il y a aussi une autre phase dans mes études qui m'a fait réfléchir, et c'était plus au niveau de l'université. Donc on a 2 années communes, et puis après on a une spécialisation. Donc on commence en ingénieur généraliste, et puis après on se spécialise, donc soit dans le biomédical, etc. Et moi j'avais eu beaucoup d'hésitations entre ingénieur en informatique et ingénieur biomédical. Okay. J'aurais pas préféré l'un ou l'autre. Très honnêtement, les deux me convenaient. Le biomédical parce que vraiment c'était l'attrait du vivant qui m'intéressait. Et pouvoir donner un sens à sa carrière. Et dans le biomédical, on l'a le sens, clairement. Et ingénieur en informatique tout simplement parce que j'adore l'informatique. Et à l'époque, je programmais même avant d'apprendre à l'université. Donc forcément, ça joue, et du coup j'étais assez bonne là-dedans et j'aimais ça. Et c'est vrai que ça a un petit peu guidé mon choix, le fait de me dire oui mais en ingénieur informatique tu vas être la seule fille de ta classe. Hein. Okay. Et le cliché qui dit que l'ingénieur en informatique, il a le sans-suite à capuche noire, il bouge pas de son ordi, alors que moi je suis quand même quelqu'un de base d'assez sociable, et je me suis dit ça colle pas à mon caractère. Donc voilà, après j'ai trouvé un peu la voie au milieu. Oui, j'allais dire, ingénieur biomédical, et ben il y a tout le domaine dans le biomédical. Bon, il y a tout ce qu'on peut penser qui sont les prothèses, les appareillages médicaux, etc., qui sont plus du domaine de la mécanique et de la robotique et ce genre de choses. Mais il y a tout ce qui est logiciel dans le domaine de la santé, et c'est en plein boom en ce moment. Et tout ce qui est usage des données de santé, tout ça, il y a besoin d'un bagage technique énorme, et ça fait vraiment l'intersection entre le domaine de l'informatique et le domaine du médical. Et boum. Par contre, quand même, moi, je trouve que c'est assez terrible, entre guillemets. Heureusement, aujourd'hui, tu as pu trouver entre les deux. De toute façon, on en parlera tout de suite après. Néanmoins, tu me dis, tu n'as pas choisi l'informatique à cause des clichés qu'il y a sur ce métier, quand même. Ouais, après, c'était une vraie hésitation. Je ne regrette pas du tout d'avoir fait biomédical. Et honnêtement, j'aimais les deux. À un moment, il faut faire un choix. Si je n'avais pas eu cette hésitation entre les deux et que je voulais entièrement faire informatique, ça ne m'aurait pas freiné. C'est clair. Je veux dire, je suis quand même arrivée dans des études d'ingénieur où on est 10% de femmes. Enfin, à mon époque, on était 10%. Maintenant, ça augmente peut-être. Je ne sais pas, je connais pas les stats. Mais voilà, on était 10% de filles dans tout l'amphithéâtre. Ça ne m'a pas freinée. Oui, effectivement. Donc, voilà. J'aurais été seule en classe en informatique, ça ne m'aurait pas freinée non plus. Et d'ailleurs, dans ma carrière, il y a eu des équipes dans lesquelles je suis arrivée où quand on arrive dans l'équipe, on est la seule fille. Et pourtant, on est développeur. Oui, c'est clair. Donc, et ça ne m'a pas freinée non plus. Donc, je ne sais pas si ça a été un frein, mais c'est sûr que ça a un peu fait partie de ma réflexion quand même. Oui, parce que, voilà, il faut le dire, les clichés ont la peau dure, et on est là pour dire que ces clichés n'existe pas. Des ingénieurs informatiques, vous en verrez et vous verrez que non, elles ne portent pas de suite à capuche noire, ou bien des grosses lunettes, les geeks comme on les représente. Et c'est vrai pour les hommes aussi. Et c'est ce que j'allais dire, pour les hommes aussi. Le cliché, il est là, parce qu'en fait, on imagine. Moi, ce que je vois, c'est que le cliché du geek, parce que c'est ça, c'est le ça geek, du geek, il est bien présent. Oui. Il est préjudiciable aussi bien pour les hommes qui ont fait ingénieur en informatique et qui n'ont pas cette... il y en a plein qui le sont, à qui ils collent, et c'est très bien. Mais il y en a plein aussi qui ont fait ingénieur en informatique parce qu'ils ont un attrait pour ça, mais qui ne sont pas forcément des geeks, qui ne vont pas jouer jusqu'à 3h du matin à Call of Duty ou je ne sais pas quoi, qui ne programment pas à leurs heures perdues parce qu'ils ont travaillé 8 heures par jour derrière un ordinateur. Et puis après ça, j'en connais plein, ils vont faire du sport, etc. Ils ne sont pas dans ce cliché du je rentre chez moi, je viens m'asseoir derrière mon ordinateur et je code mon site web personnel. Et non, mais c'est une réalité pour
certains, mais c'est pas la majorité. Effectivement. Et donc, ce cliché est préjudiciable pour les hommes, mais il est encore plus pour les femmes, parce que c'est vrai que c'est pas un réflexe pour une femme d'avoir ce genre de vie à côté. Oui. Bien qu'il y en a aussi, et c'est vrai que quand on imagine une femme avec le sweat à capuche qui joue à Call of Duty, on imagine forcément une femme qui est un peu garçon manqué, etc. Oui. Mais en fait, c'est pas le cas. Hein. Et c'est pas le cas pour tous les hommes non plus. Parce que je veux rétablir les vérités aussi. Oui, c'est vrai. Le cliché, il est là, et c'est vrai qu'il est très compliqué pour les femmes, beaucoup plus que pour les hommes. Oui, mais il est là pour tout le monde. Et c'est clair. Ouais. Et donc, tu vas à l'université, tu as ton diplôme en biomédical, donc je suppose que pendant ce temps, tu as fait des stages, et après aussi, donc, tu as commencé à travailler. Comment ça s'est passé? C'était quoi ton premier job, tes premiers jobs réellement? Tu fais quoi exactement en tant qu'aide biomédicale? Voilà. Nous, on veut de la vulgarisation. On veut de la vulgarisation. Voilà. Alors du coup, comme je m'étais quand même orientée pas mal vers l'informatique et l'imagerie, j'ai travaillé dans des sociétés qui font des logiciels d'imagerie pour le médical. Alors j'ai en particulier travaillé dans une société qui fait des appareils c'est de la protonthérapie, mais c'est une filiale de la radiothérapie. D'accord. Donc c'est du traitement du cancer. Donc imaginez, je vulgarise, un petit robot qui vient vous envoyer un faisceau, je veux dire faisceau laser, même si c'est des électrons qui viennent vous brûler la tumeur à l'intérieur. Donc c'est ça qu'on fait. Et toute la stratégie à avoir dans ce cas-là, c'est de bien viser, hein, parce que l'objectif, c'est de brûler la tumeur, de ne pas brûler. Imaginez que vous avez une tumeur là, pas brûler la vessie qui est derrière, oui. Hein, parce que sinon, ça veut dire effet secondaire, incontinence, etc. Et donc, il faut bien viser. Et donc, pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait une image du patient. Donc, la plus connue, c'est le rayon X. Alors, nous, en particulier, on faisait des rayons X 3D. Donc, ce sont des CT scans. Et à partir de ce rayon X, on voit où sont les organes, on voit quelle est la densité de tissu, et on peut recalculer, si je mets telle énergie sur mon faisceau laser, il va aller à telle profondeur. Et c'est là qu'il va toucher correctement la tumeur. Donc, voilà. Moi, franchement, j'ai bien compris. C'est un peu plus compliqué que ça, mais j'espère que vous avez compris. Mais voilà. Et donc là-dedans, je travaillais justement, sur tout le logiciel pour arriver à viser correctement la tumeur. Donc, qui était du calcul de l'énergie du faisceau laser, qui sont des algorithmes, mais aussi qui est de positionner le patient correctement dans la salle. Donc quand il arrive, il faut aller le mettre au bon endroit, parce que c'est pas tout d'avoir calculé la bonne intensité, après il faut le mettre bien vis-à-vis du... Et donc là on fait des imageries, et on analyse tout ça, et donc tout ça c'est des calculs savants que l'ordinateur fait, mais qu'il faut que l'homme explique à l'ordinateur comment faire. Génial. Donc les bases de la programmation. Oui, franchement, moi je trouve ça génial parce qu'effectivement, donc ça veut dire que t'as vraiment trouvé, comme moi, j'avoue, j'adore l'électricité et l'informatique, donc j'ai pu trouver le juste milieu. Donc toi aussi t'as bien pu trouver le juste milieu parce que c'est faire des codes, etc. pour pouvoir dire vise là, pas là-bas. C'est ça, exactement. Oui, donc et comment ça s'est passé? Et après ça, t'as fait plusieurs autres entreprises. Oui, après j'ai travaillé dans le dentaire, donc de nouveau sur les logiciels qui permettent de récupérer les images de dentaire pour planifier les traitements en implantologie. Donc regarder comment on va visser l'implant. Et voilà, tout ça à partir des images et donc des logiciels qui sont principalement utilisés par les médecins du coup. Donc que ce soit le chirurgien maxillofacial ou le dentiste ou le prothésiste, enfin toutes les professions médicales et paramédicales qui entourent le domaine du dentaire. Donc là, j'ai travaillé comme ça. Et puis après, je me suis dit, j'aimais beaucoup tout ce qui était logiciel, programmation. Et moi, je suis quelqu'un d'assez curieux et j'avais envie de creuser plus loin. Et donc là, je me suis dit, mais Florence, tu as envie de regarder derrière le logiciel. Parce que, on sait faire le logiciel, il est utilisé sur le marché, mais comment on décide... tout l'aspect, pourquoi le logiciel, il va faire ça, quel est le besoin métier, arriver à identifier quel est le problème de base. Voilà.
Et arriver à aussi comprendre tous les enjeux qu'il y a autour, tous les enjeux commerciaux, parce que quand on développe, on se rend compte, ah oui, mais attends, telle fonctionnalité, elle a l'air utile, oui, mais on va pas la faire parce qu'elle coûte cher comparé à ce qu'elle rapporte. C'est ça. Et voilà. Et moi, c'est du business, faut dire la vérité. Exactement. Et donc du coup, moi, j'avais envie d'aller comprendre cette partie-là. Et du coup, j'ai repris mes études. Ok. Grand moment, j'encourage tous ceux qui hésitent à faire des études en travaillant à le faire, parce que c'est vraiment une expérience. Autant quand on étudie et qu'on est 100% étudiant, c'est une expérience. Autant quand on travaille déjà et qu'on fait des cours du soir, c'est aussi une expérience et c'est totalement différent. Il ne faut pas croire que parce qu'on refait des études après, on va être parmi les jeunes de 20 ans, que ça va être trop compliqué, que c'est totalement une autre pédagogie, une autre manière d'aborder les choses. Et comme on a une expérience professionnelle, on voit ça totalement différemment. C'est ça. Et moi, j'ai adoré reprendre mes études. C'est vraiment surtout, je me dis, tu travailles, tu te rends compte qu'il te manque quelque chose, tu vas faire les études pour combler ce manque. Donc, c'est pas la même chose comme, je sais pas, tes 15, 20 premières années de ta vie où tu vas aller à l'école parce que t'avais pas vraiment le choix, tu savais pas vraiment pourquoi tu y allais. Et parce qu'il te faut un métier. Alors que là, il te faut pas un métier, tu en as déjà. C'est vraiment de la curiosité personnelle et un besoin du terrain. Et c'est pour ça qu'on les refait, les études. Non, mais génial. Ça, c'est... Donc voilà, j'encourage que ce soit pour une reconversion ou pour augmenter ses capacités. C'est franchement quelque chose de bien à faire. Et donc, voilà, j'ai étudié les sciences économiques, donc, avec une spécialité en gestion. Et voilà, donc encore une fois, des études bien techniques. Avec des stats, avec des maths et de la compta et tous ces trucs-là que les filles sont pas censées faire. Ok, génial. Et avec le mindset aussi qui est, enfin l'état d'esprit pour le dire en français. Donc tout ça avec l'état d'esprit, business, qui est aussi quelque chose qui est assez masculin. Les femmes sont pas censées parler d'argent et faire que de l'argent. Il y a surtout que tu fais un métier autour du biomédical, tu le fais parce que les femmes, bon ça on va en parler, que les femmes quand elles font des études scientifiques, elles sont plus dans le soin. Tu vois, parce que c'est l'amour, je sais pas, tu as un enfant, donc tu as plus envie de prendre soin des gens, tu vois. Il y a tout ça, tous ces clichés aussi. Et les hommes n'ont pas envie de prendre soin des gens ? En tout cas, si on regarde les stats, les filles, les études scientifiques, elles vont plus aller vers la médecine, vers l'agriculture, vers le biomédical, les trucs comme ça, mais mécanique, électricité et tout, voilà, c'est ça, mais bon. Et c'est fou parce qu'il y a tellement d'intersections entre les domaines. J'en suis un exemple. Biomédical, qu'est-ce que je fais de l'informatique ? Donc, il y a tellement... En fait, il faut aussi séparer le secteur et le métier. Et très clairement, on peut exercer un métier extrêmement scientifique dans un secteur qui peut être scientifique ou non, mais qui a toutes ces valeurs de bienveillance, de soins, etc. Et c'est là qu'on va trouver la bonne contribution, en fait. Parce que c'est ça qu'on cherche, c'est la bonne contribution au monde. Et c'est comme ça, parfois, qu'on le trouve. Et c'est pas parce qu'on a fait ingénieur que, du coup, non, on ne pense que... Je repars dans les clichés, mais c'est pas parce qu'on a fait ingénieur en électronique que forcément on va contribuer au réchauffement climatique parce que, non, les serveurs, etc. Non, on peut très bien avoir fait ingénieur en électronique et travailler dans l'éolien. Oui, franchement, on peut faire tellement de choses en ayant un titre... Surtout dans l'ingénierie, il y a vraiment, c'est très transversal et tu peux faire plein de choses. C'est extrêmement transversal. C'est ça qui est génial. Et comme tu le disais au début aussi, c'est que quand tu hésites, tu sais que tu aimes faire les sciences, c'est clair que moi, toujours je dis, mais faites ingénieur. Parce que au moins, tu as les bases pour faire mais vraiment plein de choses. Et après, je pense que quand on choisit une orientation, il faut pas forcément réfléchir à qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je sais pas faire, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aime pas faire. Ça fait partie de la réflexion, mais on n'est pas que sur les matières qui sont enseignées. Parce que pour une matière, il y a tellement de manières
de métiers qui tournent autour d'une matière que moi je le prends comme exemple pour moi où c'est sûr j'ai fait ingénieur, donc on va dire ingénieur c'est les maths, des sciences, etc. Oui, c'est sûr que si je n'avais aucune affinité avec les maths et les sciences, ça aurait été très compliqué pour moi. Oui. Mais parmi les ingénieurs, je vois des amis de ma promotion qui sont vraiment à l'atelier en train de brancher des fils, on va le dire comme ça, de brancher des fils électriques, etc. J'en vois d'autres qui font de la recherche, qui sont là sur leur ordinateur à faire des algorithmes d'intelligence artificielle, etc., etc. T'en as d'autres qui, comme moi, sont partis plus du côté produit, business, à réfléchir à quels sont les nouveaux produits qu'on pourrait mettre sur le marché, etc. Et pourtant, on a fait les mêmes études. C'est ça, c'est le même diplôme. C'est le même diplôme, mais il y a une infinité de métiers possibles. Oui, c'est ça qui est génial. Et donc, ma question c'est, après, quand tu as fini dans le dentaire, tu t'es dit, ok, là, c'est bon, maintenant que j'ai ce diplôme en plus, j'aspire à faire un autre métier, ou bien c'était plutôt, voilà. J'avais envie de changement. Voilà. Oui, j'avais envie de changement parce que l'informatique, j'en avais fait le tour. Okay. Oui, j'en avais fait le tour. Après, j'aurais pu continuer, mais je suis quelqu'un qui explore beaucoup. Et donc, j'avais l'impression que... vous savez, je dis vous savez... Tu sais, les auditeurs. Oui. Donc, tu sais, il y a plusieurs types de profils et c'est quelque chose que j'ai appris dans ma carrière, mais aussi parce qu'on en a parlé pas mal avec des anciens collègues. Et c'est quelque chose que je remarque beaucoup, c'est qu'il y a globalement deux types de personnes. Il y a les personnes qui sont transversales et qui aiment toucher à tout, qui ne vont pas forcément aller en profondeur dans un domaine, mais qui touchent à tout et qui font les connexions entre les domaines. Et il y a les experts qui adorent un domaine et plongent corps et âme dedans. Et c'est vrai qu'on a un peu ce cliché de l'ingénieur qui est l'expert. Hein, et on le voit comme... je repars dans mes clichés. Hein, l'ingénieur, c'est celui qui est au sous-sol du bâtiment. Hein, entouré des serveurs, voilà, il fait froid, d'où le... Avec l'atelier, hein, avec des ordinateurs à moitié éventrés à gauche et à droite, et surtout, dès qu'on vient le déranger, voilà, ça vient des séries qu'on regarde, hein, principalement, tous ces clichés. Hein. Mais voilà, c'est comme ça qu'on voit l'ingénieur. Mais moi, j'ai un profil très transversal. Okay. Et donc, c'est vrai que quand j'ai fait ces études, c'est parce que j'avais envie d'explorer autre chose. Et du coup, je dis donc j'avais fait le tour de mes études. J'avais fait le tour du coup de mon travail en tant que dans l'informatique parce que développeur, j'avais l'impression de, selon mes exigences, maîtriser le sujet. D'accord. J'aurais pu aller plus loin. J'aurais pu me concentrer plus sur les optimisations hardware. Voilà. Mais c'est pas ce qui t'intéressait. Mais c'était pas ce qui m'attirait sur le moment. Ce qui m'attirait, c'était d'aller faire une connexion avec le côté business. Et donc, comme j'ai fait ces études dans cet objectif-là, forcément, j'ai cherché un métier qui me permettait de faire ce lien. Et donc, c'est là que j'ai fini dans le pharmaceutique. Dans une société qui fait des médicaments, tout simplement, hein, le pharmaceutique, comme on l'entend. C'est les grands businessmen, eux. Bah oui, là, on sait, hein, les labos pharmaceutiques. Alors, c'est marrant que tu dises ça, parce que oui, mais dans mon poste, c'était pas du tout l'ambition. C'est pas parce que j'avais fait des études d'économie que j'allais tout d'un coup devenir PDG du pharmaceutique. Hein. Le plafond alors j'étais pas là du tout. aussi. Et c'est marrant que tu dis ça parce que mon poste c'était pas du tout sur l'optimisation des revenus, etc. Donc j'avais une fonction et c'est une fonction que j'aimais beaucoup. Qui était responsable de l'innovation en santé digitale. On ne pouvait pas faire mieux pour moi. C'est-à-dire que j'avais une fonction qui était sur 3 piliers qui me permettaient d'explorer tout. C'est-à-dire que j'avais de la gestion de projet.
Donc voilà, quand on fait des études de gestion, eh ben, on est content de faire de la gestion de projet derrière. Oui. Hein, donc tout ce qui était management de personnes, tout ce qui était gestion du budget, demander des nouveaux budgets, faire des appels d'offres, tout ça, je l'ai fait là. Et ça m'a éclaté, vraiment. Génial. J'avais une fonction représentation aussi, c'est-à-dire que comme j'étais dans une grande société pharmaceutique, on était pas mal en collaboration avec d'autres sociétés pharmaceutiques et avec des partenaires publics de recherche, dans lequel il fallait qu'on s'aligne sur comment on fonctionne au niveau santé digitale, avec les lois européennes et les lois du pays, et donc comment on navigue ensemble au travers de tout ça. Mais bien sûr spécialisé dans mon domaine qui était la santé numérique. Et en troisième, j'étais chargée de trouver qu'est-ce qu'on allait mettre en place pour aller en avant dans l'innovation en santé numérique. Donc la santé numérique, c'est un milieu qui évolue énormément et donc on a besoin d'experts qui savent combiner justement le domaine technique. Quand ils vont aller parler à un vendeur ou à un chercheur, ils sont capables de comprendre de quoi il ressort et d'évaluer si cette technologie est sérieuse ou pas. Ok. Et en même temps, les usages. Les usages, c'est-à-dire le côté business. Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'on peut les vendre? C'était pas le vendre, c'était mettre en place les solutions pour nos chercheurs en interne. Mais est-ce qu'il y a un usage et est-ce que cet usage il est rentable? Donc, le métier parfait. Le métier parfait. Donc, tu as fait de la gestion de projet. Et donc, qui dit gestion de projet dit aussi gestion humaine. Donc, une femme, je suppose que tu devais être peut-être la seule, voire pas beaucoup dans ton équipe à manager des personnes, donc des hommes. Et peut-être même, tu faisais partie des personnes les plus jeunes. Donc, raconte-nous un tout petit peu. Ça m'intéresse. Ça nous intéresse. Oui, alors là, en l'occurrence, j'ai fait du management opérationnel. Et c'est vrai que j'ai dû expliquer à certaines personnes ce qu'il y avait à faire, etc. J'ai eu deux problématiques dans ma carrière quand j'ai fait de la gestion de personnes. Première, c'est que, je suis une femme. Et une femme, surtout dans l'informatique, c'est pas crédible. Et deuxièmement, c'est que je suis jeune. Ou du moins, j'ai l'air jeune. Et ça, c'est aussi une problématique. Globalement, c'est vrai que dans certains cas, j'ai dû faire mes preuves et certaines personnes ne me pensaient pas compétente. Maintenant, comme je suis compétente, quand au final, ça dure quelques jours et puis ils finissent par comprendre par les questions que je pose, par les remarques que je fais quand on a des discussions, que mine de rien, je sors pas de nulle part et que je suis ingénieure et que j'ai mon diplôme et que j'ai ma carrière et qu'elle est là et que voilà. Donc voilà, mais la jeunesse a joué aussi parce que c'est vrai que quand on manage quelqu'un qui est plus âgé que soi, c'est aussi compliqué. Oui, l'agisme, on le sait, c'est pas facile, surtout quand tu es une femme. Surtout quand on est une femme, c'est vrai que... Surtout que les personnes que je manageais, c'était des gens qui étaient justement dans le domaine scientifique. Donc des gens qui aussi développaient ou ils vont se dire, ouais, la nana, elle vient d'où Voilà. Et c'est vrai que, jeune. mine de rien, alors c'est un peu... c'est pas tellement avec les postes où j'étais en poste de management que ça m'est arrivé. Parce que, quelque part, quand on a été mis dans une position, dans un poste de manager, il y a eu un préfiltrage. Et c'est vrai que là, les gens disent, bon, elle a ce poste, ça fait 3 ans qu'elle est dans la boîte, c'est qu'elle est légitime sur le poste. Par contre, j'ai eu une expérience quand j'étais développeur avec les autres membres de l'équipe. Donc je venais d'arriver dans la société, toute nouvelle, c'était pas ma première expérience, donc j'avais déjà quelques années derrière moi de développement. Et je suis arrivée, et c'est un ressenti, c'est insidieux,
Mais j'avais ce ressenti que je n'étais pas légitime forcément à faire ce qu'on me demandait de faire. Et ça se voit quand il faut décider ensemble qui fait quoi. Ah bah Florence, tu vas faire ça, tu viens d'arriver, on va pas trop te surcharger, on va pas trop te demander des trucs compliqués. Oui, mais mon autre collègue qui est arrivé pratiquement en même temps que moi et qui a la même ancienneté que moi, bah cet autre collègue, on ne l'a pas ménagé. Hein. Et donc c'est des petits détails comme ça. Mais en fait, quand on a l'assurance de ce qu'on sait faire, et quand on sait faire ce qu'on sait faire, en fait... rapidement, les choses se débloquent. Mais quand même, il y a toujours cette... Il y a un petit frein, mais ça, on l'enlèvera jamais au final. On l'enlèvera jamais. Moi, je pense que quand même... moi, je trouve que c'est pas normal. Par exemple, tu viens dans une salle, il y a plusieurs personnes. Je sais pas, on est plusieurs là. On sait pas qui est qui. Tu as une question technique. Par exemple, on est dans une salle de travail. Tu vas poser la question à qui? La personne qui entre, qui voit plein d'hommes et de femmes, il va se dire je m'adresse à qui en premier? Ah bah il va s'adresser à l'homme en sweat noir à quatre. Non mais alors là pour le coup oui. C'est ça le problème. Oui, non c'est. Mais c'est ça. Donc ce côté-là, oui. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est récurrent que plusieurs de mes invités me disent, c'est que chaque fois en fait il y a ce temps de flottement, de doute, on sait pas. En fait, c'est même pas de doute. C'est que très probablement, elle sait pas de quoi on parle, elle sait pas ce qui se passe. C'est vrai qu'il y a quand même cet aspect où à plusieurs reprises dans les réunions, on a l'impression que les gens ils se disent bon, elle sait pas, je lui expliquerai après. Et puis en fait, on a tout compris. Parfois même mieux que les autres, que d'autres. Franchement. Parfois même mieux que d'autres. Bon, ben moi je trouve dans mon expérience, c'est vrai que c'est ennuyant d'avoir cette latence et de devoir à chaque fois qu'on rencontre une nouvelle personne, de faire convaincre cette personne qu'on est capable. C'est ça. Mais mine de rien, une fois qu'on l'a gagnée cette légitimité, on l'a gagnée pour de bon. C'est vrai. Et ça c'est quand même pas mal. Et on a quand même beaucoup d'avantages, je trouve, en tant que femme et notamment dans les postes qui sont des postes de management, je parle beaucoup de la sensibilité. Et en fait, il y a quand même ce côté sensibilité qu'on a, qui nous aide dans la manière de gérer les personnes. Et c'est vrai que comme on a aussi été exposé à ce biais, parce que c'est un biais, à ce cliché, on a vu les effets que ça a, et c'est vrai que quand on engage quelqu'un ou quand on gère quelqu'un, on fait attention à ne pas reproduire par après. Oui, effectivement, bon, c'est la logique des choses maintenant. On en voit de tout, c'est clair. Et bon, on arrive à la fin. Franchement, on a tellement de choses à se dire. J'avoue, j'ai pas envie que ça se termine, mais j'aimerais savoir en fait, toi, dans le futur, tu te vois comment? J'aimerais conserver ce côté transversal. Okay. C'est vraiment là que j'y vois ma valeur et c'est là que j'y vois, c'est là que je m'éclate, il faut le dire comme ça. Donc j'aimerais conserver ce côté où il y a le secteur du médical, qui est un secteur qui me tient à cœur, l'expertise technique et les enjeux business. Tout, pour continuer dans le cliché, je fais ma soupe. Je garde tous les ingrédients et je fais ma soupe. Mais c'est ça. Voilà, non, mais c'est quelque chose que je veux garder et j'aimerais le garder jusqu'à la fin de ma carrière. Donc sans forcément se dire tel métier ou non, c'est vraiment c'est ça que j'aime faire, c'est les choses que je veux faire. Donc je vais trouver toujours le moyen toujours le moyen soit seule pour faire ça. En tout cas, moi déjà, merci parce que je trouve que c'était très bien, tu as très bien vulgarisé ce que tu fais, c'était super intéressant. En plus, il y a plein de choses vraiment que j'aurais aimé qu'on parle, mais on est à court de temps, donc je tenais à te remercier et te dire, quel est le message que tu aimerais passer aux filles qui nous regardent, parce qu'on le sait, l'objectif vraiment de ce podcast, c'est vraiment de vulgariser nos métiers, de dire ce qu'on fait, de les enjeux, des problématiques, d'être vraiment nous, à nu et de dire clairement aujourd'hui il y a une fille, je sais pas, elle est en 5e, 4e, qui sait pas ce qu'elle veut faire, mais qui connaît même pas c'est quoi être un ingénieur. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire?
qu'on a qu'on a l'impression de savoir ce que c'est un ingénieur, jusqu'à ce qu'on en soit. Hein. Et que tous les clichés qui tournent autour de l'ingénieur, que ce soit les clichés de personnalité de l'ingénieur ou les clichés de qu'est-ce qu'un ingénieur fait, on oublie. On oublie parce que, comme j'ai dit au début, un ingénieur, c'est des études, mais c'est pas un métier. Et il y a une multitude de métiers qui gravitent. Et franchement, si on a la possibilité de le faire, parce que c'est un métier qui ouvre à plein de portes et qui... Moi, j'ai toujours dit, ingénieur, c'est pas un métier qu'on apprend. Quand on fait des études d'ingénieur, on apprend à apprendre. Oui. Et donc, c'est un état d'esprit que ça vous donne et qui va permettre de faire un tas de métiers. Et donc, si on ne sait pas quoi faire, mais même si on sait quoi faire et qu'on sait qu'on fait un ingénieur, on peut y aller. Hein. Mais si on ne sait pas quoi faire, c'est une voie qui est extrêmement porteuse. Enfin, pour rechercher du boulot, je pense qu'on est dans les métiers qui ont le moins de galères à chercher du boulot. À trouver, oui, ça clair. Et en plus, niveau salarial, on n'a pas à se plaindre non plus. Et ça permet un épanouissement personnel parce que, j'en suis un exemple, mais je ne suis pas le seul exemple. Oui. Dans une carrière d'ingénieur, on peut faire plein de métiers. Oui. On peut faire plein de métiers. Et donc, c'est peut-être un métier qui, comparé à d'autres professions, permet de rester éternellement à l'écoute. Si on a envie de faire une carrière linéaire, on peut faire une carrière linéaire. Mais si on a envie et qu'on est touche à tout et qu'on aime... Après, il faut aimer les sciences. et encore, quand je dis les sciences, c'est une des nombreuses sciences qui existent. Oui, qui existent, bien sûr. On n'est même pas obligé d'être spécialisé dans une science, mais si on aime les sciences, et que, j'allais dire qu'on n'est pas mauvais en maths, mais là encore, il y a tellement de maths différents. Oui, et mine de rien, pour les études, il faut être bon en maths, mais après, très clairement, je prends toujours ma calculatrice. Elle a été inventée par un ingénieur, et franchement, c'est ça que ça sert d'être ingénieur, c'est d'inventer les robots qui font notre boulot après. Quand on parle de ChatGPT, c'est qui l'a fait? C'est les ingénieurs. Franchement, même pour faire 1 plus 1, je prends ma calculatrice, donc Excel. Non, mais blague à part, mais c'est vrai que il faut pas être freiné par le fait de pas être excellent. En fait, c'est ça, je pense, qu'il y a aussi un gros cliché au niveau de l'ingénieur où certains ont tellement idéalisé ce que c'est d'être un ingénieur qu'on a l'impression qu'il faut être excellent pour être ingénieur. Il ne faut pas être excellent. Il faut avoir les bases, ça c'est sûr. Mais si on a les bases en maths, si on a les bases en sciences, on peut être un excellent ingénieur. C'est clair. Et un ingénieur, ça a beaucoup plus de compétences que juste savoir faire une démonstration ou une fonction. Non, mais c'est vrai. On est sur au-delà de ça. Oui. On utilise ça, il faut connaître la base, mais pour en faire quelque chose de différent. Oui, non, franchement, c'est vrai que c'est un métier parmi plusieurs métiers scientifiques techniques. C'est vrai qu'on va beaucoup parler d'ingénieurs parce que, mine de rien, les ingénieurs font tellement de choses que si je fais le tour des ingénieurs, je vais pas finir le podcast, c'est clair. Je peux en trouver 2 qui font qui ont le même diplôme, qui font des choses complètement différentes. Et c'est vrai que c'est ça la beauté, et de ne pas avoir peur aussi, surtout en tant que fille. Il y a pas de limite, quoi. Il faut pas avoir peur de pas être assez bon. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que les femmes ont beaucoup. On le dit souvent, c'est ce fameux syndrome de l'imposteur. Oui. Que j'aime pas entendre. Ça, c'est pour me tuer, ça. Alors, il est présent chez tout le monde. Il est encore plus fort chez les femmes. Oui. Et c'est vrai qu'il faut pas avoir ce syndrome. On sera jamais parfait. Oui. Et même moi, petite anecdote. En lycée, à un moment dans mon lycée, j'ai été en échec scolaire en physique. Ah bon? Bah oui. Ok. Est-ce que je suis devenue ingénieure? Bah ouais. Est-ce que je suis une bonne ingénieure? Alors, il va falloir demander à mes patrons, mais je pense que oui. Est-ce que j'ai réussi mes études sans accroc? Bah oui, enfin, j'ai pas redoublé d'année ou quoi que ce soit. Pourtant, j'ai été en échec scolaire en physique à un moment au lycée. Donc, faut pas non plus être affolé par ça. J'ai pas été... Alors, j'étais bonne en maths, et quand je dis j'étais bonne en maths, j'étais bonne, mais j'étais pas excellente. Oui. J'ai pas eu la mention très bien en maths, mais ça ne m'a pas empêchée d'être une bonne ingénieure. Oui. Non, franchement, je pense que ce sont des choses à dire et à répéter.
Et voilà, il faut pas avoir peur, quels que soient les clichés, les biais qu'on entend. En tout cas, moi, je pense que, franchement, Florence, merci beaucoup. Je ne pouvais pas demander mieux pour un tout premier épisode. Je pense que, moi, en tout cas, j'en ai pas assez. J'aurais aimé qu'on continue de parler. Les si tu veux, la fois prochaine, tu mets une perruque. Mais c'est grave. Non, franchement, moi j'ai trouvé super intéressant. Merci pour ton intervention je vous remercie vous donc d'avoir suivi ce tout premier échange. Je vous donne rendez-vous sur mes réseaux sociaux. Donc pour me suivre, parce que je ne fais pas que ce podcast pour promouvoir les métiers scientifiques et techniques, je fais partie aussi d'associations, je fais plein de choses. Donc voilà, je fais plein de choses, je suis touchée à tout comme toi, je fais beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, Instagram, rokhaya.jai. Et voilà, je vous donne donc rendez-vous dans 3 dimanches pour le prochain podcast. Merci beaucoup, merci Florence. Oui, suivez-la, elle ne mord pas. Je ne mords pas du tout. Suivez-moi, c'est ça. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.